À chaque fois que j'entends parler d'une histoire comme celle que je vais vous raconter, je me pose une question. Qu'est-ce qui différencie vraiment l'homme de l'animal? L'intelligence? Les sentiments? La créativité? L'empathie? Peut-être. L'animal ne fait les choses que par nécessité. Il tue pour manger ou pour ne pas être mangé. L'homme, lui, peut tuer par amour. Il peut tuer par amour, il peut tuer par peur, par orgueil ou même pour le plaisir. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le cas de Johanna Dennehy dont on va parler dans cette vidéo. Probablement une des femmes les plus dangereuses jamais connues, tellement ses motivations sont encore et toujours un mystère. Pourtant, vous allez voir, son parcours ressemble beaucoup à celui de beaucoup d'entre nous. Mais d'abord, merci au sponsor de cette vidéo. Un nouveau sur la chaîne, ça fait plaisir, et il s'agit d'ExpressVPN, qui, comme son nom l'indique, n'est ni une marque de voiture, ni une marque de matelas, mais bien une marque de VPN. Normalement, vous commencez à comprendre le but d'un VPN, mais écoutez quand même, vous pourriez passer à côté de certaines choses. Déjà, comme toujours, avant de travailler avec une marque, je vérifie toujours la fiabilité de la marque et les avis, et honnêtement, j'ai rarement vu des avis et des notes aussi positives. On parle quand même d'une note de 4,5 sur 5 sur presque 400 000 avis, Apple Store, Google Play, etc. C'est solide. Mais un VPN, à quoi ça sert ? Déjà, si tu voyages beaucoup ou que tu travailles beaucoup dans des lieux publics dans lesquels tu te connectes au Wi-Fi, c'est important de sécuriser ta connexion, histoire qu'on ne puisse pas te voler tes données, tes infos bancaires, etc. Ça peut vite tourner au drame. L'avantage, c'est qu'avec ExpressVPN, tu peux sécuriser tous tes appareils avec un seul abonnement. C'est dispo sur Windows, Mac, Android, iOS, etc. C'est hyper pratique. Ensuite, si comme moi tu regardes beaucoup de séries ou que tu as des séries de confort que tu regardes en boucle mais qui disparaissent sans prévenir du catalogue français de Netflix, Amazon, Disney, etc., tu vas pouvoir changer ta localisation et profiter du contenu que tu veux sans restriction de frontières et éviter ce genre de messages désagréables. Et surtout, tu es remboursé intégralement au bout de 30 jours si t'es pas satisfait. Que demander de plus? Une remise? Ça tombe bien quand même, parce qu'avec le lien que je vous mets en description, vous allez pouvoir bénéficier de 3 mois gratuits. Et comme je viens de vous le dire, si vous n'êtes pas satisfait au bout de 30 jours, vous pouvez vous faire rembourser. Donc sincèrement, c'est tout bénef. Si vous voulez en savoir plus ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou vous avez un doute, n'hésitez pas, le lien vous mènera directement sur leur site qui est très bien fait et super clair, ultra simple à utiliser. C'est assez rare pour être souligné, donc voilà. Voilà, installez-vous pour l'histoire de Johanna Dennehy. Cette petite fille aux yeux bleus que vous voyez là s'appelle Johanna Dennehy. Elle est née en 1982 à Saint-Alban en Angleterre et a grandi dans le village de Redbourn. Elle a grandi dans une famille saine avec une petite sœur appelée Maria. Sa mère est caissière et son père est agent de sécurité dans une compagnie de télécommunications. À la maison, tout se passe extrêmement bien. Johanna est une petite fille modèle, elle travaille bien à l'école, elle est souriante, joyeuse et bien élevée. Elle reçoit une bonne éducation. C'est une petite fille comme on en croise beaucoup. Puis, l'adolescence pointe le bout de son nez. D'accord ? L'adolescence pointe le bout de son nez et comme beaucoup d'adolescentes de son âge, elle change. Elle change physiquement bien sûr, mais aussi mentalement. À l'école, ses notes chutent. Elle passe de plus en plus de temps dehors avec ses amis, mais ça, à la limite, c'est pas grave. C'est pas un problème. Ce qui va surtout beaucoup inquiéter ses parents, c'est qu'elle commence à fumer et à boire de l'alcool en cachette, mais surtout que leur petite fille si sage à l'époque se bagarre et se comporte comme un tyran avec les autres enfants et adolescents. À tel point que des fois, avec ses amis, elles vont dans les parcs de loisirs et elles s'en prennent aux plus faibles pour s'amuser. Et puis, il y a les garçons. Pourtant, il y a une chose qui va la différencier de ses copines avec qui elle fume, elle boit et elle harcèle, c'est qu'elle n'a pas l'air trop intéressée par l'amour. Elle a très vite compris, à un âge où la puberté fait des ravages, qu'elle pouvait avoir un avantage sur les garçons de sa classe qui pour la plupart ne pensent qu'à une seule chose. Donc elle s'amuse plutôt à les séduire
pour qu'ils lui rendent des services ou qu'il fasse ses devoirs à sa place. Et surtout, quand ils veulent pas, elle les menace ou elle les frappe. Johanna devient simplement une bully, une harceleuse en puissance, le genre de personne qui vous menace de vous frapper ou de vous tuer à la sortie de l'école si vous ne lui obéissez pas. Donc, elle menace. Elle menace tous ceux qui font pas ce qu'elle veut, de les attendre à la sortie de l'école ou sur le chemin du retour pour les frapper, et ça marche. Elle a des garçons qui font ses devoirs à sa place, que ce soit sous la contrainte ou la manipulation, en espérant soit ne pas se faire frapper, soit aller plus loin avec elle. Ses parents sont dépassés, ils savent plus quoi faire à ce stade. Okay, Johanna est tellement confiante et méchante maintenant qu'elle va même aller jusqu'à inviter une de ses camarades de classe à se suicider et lui proposer son aide en lui disant « De toute façon, personne ne t'aime, donc je peux t'aider. Si tu veux, tu ne vas manquer à personne, je vais t'aider. » Je sors un peu de la vidéo pour vous le dire, mais à ce stade, c'est une merde. Faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Ok, voilà, toutes les personnes qui font ce genre de choses sont des merdes. Et désolé, mais c'est trop important pour ne pas le rappeler. D'accord ? Si vous êtes menacé, harcelé, frappé, que ce soit à l'école, au travail, au lycée, n'importe où, même dans la rue, même à côté de chez vous, parlez-en à vos proches. D'accord ? Il y a pas de honte à avoir. Moi-même, j'ai été harcelé au début du collège. Ça me détruisait le moral au quotidien de voir un mec de ma classe me dire que j'allais mourir, que c'était fini, qu'il allait me tuer à la sortie de l'école et qu'il me faisait des signes comme ça en permanence. Ça me détruisait le moral. Et un jour, j'en ai eu marre. D'ailleurs, je pense que j'en ai parlé dans un Drama Life. J'en ai parlé à ma mère, j'ai craqué. J'avais un peu honte au départ, mais j'en ai parlé à ma mère et le lendemain, c'était réglé. Après, c'est vrai qu'elle a menacé le gamin avec une arme à feu. Ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée de manière générale. Ça peut très vite mal tourner. Mais ça a fonctionné. C'était overkill comme réaction. Mais tout ça pour vous dire que le fait d'en parler, ça a fonctionné. Et je vous promets que le sentiment de liberté quand le lendemain je suis arrivé à l'école, que mon bully ne m'a plus adressé la parole, ne m'a plus jamais parlé et ne m'a plus rien fait, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Je crois encore aujourd'hui, j'ai jamais ressenti un tel sentiment de sérénité et de bien-être. J'étais trop content de pouvoir enfin me concentrer sur l'école, mes amis et ce que j'avais envie de faire, plutôt que sur comment je vais me faire défoncer à la sortie. Donc parlez-en, vraiment. Il existe même plusieurs numéros que vous pouvez appeler en cas de besoin, donc n'hésitez pas, surtout c'est très important. Revenons à notre histoire. Bref, les parents de Johanna, eux, essayent par tous les moyens de l'aider et de faire face à son besoin de transgresser les règles, mais rien ne fonctionne. Et à l'école, c'est pareil. Les professeurs n'ont aucun contrôle sur elle. Son changement de caractère est si radical et sans commune mesure que tout le monde se demande comment une aussi jolie et gentille petite fille a pu devenir un tel tyran. Je vais pas faire mon psychologue de comptoir, mais la drogue et principalement le cannabis sont des déclencheurs de pathologies mentales très très puissants. On peut pas le savoir à l'avance, mais si jamais vous avez le gène de la schizophrénie, il peut ne jamais se déclencher et vous pouvez vivre comme ça toute votre vie et tout se passera très bien. Par contre, si vous fumez du cannabis, il y a énormément de chances ou de malchance pour que vous déclenchiez cette schizophrénie et c'est irréversible. Toute votre vie, vous devrez vivre avec ça. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé, ok ? Mais c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 15 ans, elle va rencontrer un garçon dont elle va tomber amoureuse, appelé John, avec qui elle va sortir. Elle a 15 ans, John en a 21. La relation est déséquilibrée. Et à 16 ans, elle fugue pour vivre avec celui qu'elle aime et ensemble ils se droguent, boivent de l'alcool et commettent des petits délits. John, qui est un peu plus mature, va tout doucement se calmer, mais Johanna est encore très jeune et psychologiquement instable et malgré son train de vie rempli d'excès, elle tombe enceinte à l'âge de 17 ans. C'est très jeune. Et surtout, non seulement c'est pas le moment, mais c'est pas voulu. Pourtant, elle prend quand même le soin de ne plus fumer et boire pendant sa grossesse, mais une fois qu'elle accouche, elle replonge. Non seulement elle replonge, mais en plus, elle fait partie de ces femmes qui ne ressentent aucune affection pour leur bébé. Donc, elle reprend ses mauvaises habitudes. Elle n'est pas méchante, ok ? Elle n'est pas méchante, elle maltraite pas son enfant, mais il n'y a pas d'amour, quoi. Il n'y a pas ce lien. Alors, entre son comportement et ses addictions, John a peur pour sa fille et 5 ans plus tard, il décide de quitter Johanna et de garder la petite pour leur bien à tous. Et Johanna va continuer sa vie de son côté. Et pour ça, elle va retourner là où elle a grandi, là où elle se sent le mieux, dans son ancien village d'enfance, et
elle va recommencer à terroriser ses anciens camarades de classe, alors qu'ils sont plus du tout à l'école. Mais ceux qui habitent toujours là et qu'elle croise, la première chose qu'elle fait, c'est de les menacer. Elle va même menacer une de ses anciennes camarades en lui disant « T'as de la chance que je te trouve ici, parce que j'avais préparé une bombe pour la mettre dans ta boîte aux lettres. » Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Personne ne sait. C'est gratuit. Johanna Dennehy est imprévisible et complètement dénuée de moralité. Elle a l'air de n'avoir aucune idée de ce qui est bien ou mal, ou alors elle s'en fout, tout simplement. Et c'est ça qui la rend si flippante en fait, et qui a fait peur à John. Pourtant, quelques mois après leur séparation, il la reprend, ils se remettent ensemble. Elle revient vivre à la maison avec John et sa fille, ils se remettent en couple. Et 1 an plus tard, en 2005, elle se retrouve de nouveau enceinte à l'âge de 23 ans. Et une fois de plus, c'était pas voulu. Une fois de plus, elle arrête de nouveau de boire et de consommer de l'alcool pendant toute sa grossesse. Et une fois de plus, une fois que le bébé est mis au monde, elle replonge. Elle replonge et surtout, elle franchit un cap. Maintenant, elle se scarifie et surtout, elle fait tout un tas de choses très peu rassurantes pour une mère, comme par exemple jouer avec des couteaux à la maison. Des couteaux qu'elle plante dans les meubles en rigolant et en montrant ça à John comme si c'était une performance, comme si c'était quelque chose de bien ou d'amusant. Et pour rien arranger, elle trompe John sans même s'en cacher. Des fois même, elle rentre à 6h du matin après avoir passé la nuit dans le lit d'un autre. Et quand elle rentre, elle prend plaisir à raconter ce qu'elle a fait à John, qui subit et qui a peur aussi de ce qu'elle pourrait lui faire à lui ou à leur fille s'il lui disait quoi que ce soit. John est terrorisé par Johanna et son comportement et ses addictions lui font de plus en plus peur. Du coup, John va finir par fuir avec leurs 2 enfants pour les éloigner de leur mère le plus possible et ils se séparent définitivement au bout de 10 ans de relation. On pourrait croire que, comme n'importe quelle mère, Johanna va se battre pour la garde de ses enfants, mais non. Parce que Johanna, c'est pas vraiment une mère en fait, même pas du tout. Elle en voulait pas de ses enfants, elle ne va développer aucun lien avec eux, et donc elle ne va pas chercher à les retrouver ni même à les récupérer. Elle s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'alcool, la drogue et elle-même. Alors, elle déménage à Peterborough, dans un quartier très modeste. Elle loue un appartement et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, pourtant, tout est immédiatement chaotique. À peine arrivée, elle se dispute avec beaucoup de ses voisins et elle couche avec beaucoup d'hommes en même temps, dont son propriétaire. Si je vous dis qu'elle couche avec beaucoup d'hommes en même temps, il y a une raison pour laquelle je vous le dis, d'accord? Sa sexualité, sinon, on n'en aurait rien à foutre. Elle fait ce qu'elle veut. Mais il y a une raison, et vous verrez bien par la suite. Donc, elle couche avec beaucoup d'hommes en même temps et avec son propriétaire. Et les relations sexuelles qu'elle a avec ces hommes sont très violentes. Quand je vous dis très violente, c'est violente au point de vouloir recevoir des coups, des vrais coups de poing. Elle utilise même des couteaux sur ses partenaires pendant l'acte. Bref, c'est assez malsain. Et attention, loin de moi l'idée de critiquer certaines pratiques sadomasochistes, chacun ses kinks, mais là ça va très très loin. Et aussi, c'est pas pour jouer avec un ou une partenaire de confiance dans un scénario occasionnel et consenti. Non, elle fait ça avec des inconnus. C'est inconscient. Bref, durant cette période chaotique qui n'est rien à côté de ce qui va se passer ensuite, vous allez voir, elle rencontre un certain Gary Stretch Richard, avec qui elle va commettre une fois de plus des petits délits, des petits vols, etc. Gary fait partie de ces hommes qui vont croiser la route de Johanna, qui sont immédiatement sous le charme. Il est immédiatement sous le charme de Johanna, il ferait tout pour elle, et elle le sait. Donc, elle va s'en servir exactement comme elle le faisait à l'époque du collège et du lycée avec les autres garçons. En 2012, malheureusement ou heureusement, elle est arrêtée pour un vol. Et comme souvent en Angleterre, dans ces cas-là, après l'incarcération ou pendant, une évaluation psychiatrique est faite et Johanna ne va pas y couper et elle va être diagnostiquée avec des troubles obsessionnels compulsifs et antisociaux. Et c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup, mais c'est que le début. 1 an plus tard, on est en mars 2013 et Kevin Lee, 48 ans et père de 2 enfants, est signalé comme étant disparu à la police par sa compagne, qui le décrit comme un mari aimant, avec un rythme de vie simple,
qui n'a absolument pas l'habitude de ne pas rentrer à l'heure ou de ne pas rentrer du tout, et surtout de ne pas prévenir ses proches qui s'inquiètent maintenant. Et malheureusement, la découverte de sa voiture entièrement brûlée et calcinée au bord d'une route de campagne ne va évidemment rien arranger du tout. Évidemment, c'est mauvais signe. Tout le monde le sait, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Aucun homme dont le couple se porte a priori bien avec une femme, 2 enfants, ne déciderait de disparaître comme ça sans prévenir du jour au lendemain et d'abandonner son véhicule, et encore moins en prenant soin de le brûler. Ça n'a pas de sens. Donc là, la police et les proches commencent à craindre le pire, et le lendemain matin, à quelques centaines de mètres du véhicule, un homme qui promène son chien comme tous les matins va faire une drôle de découverte. Drôle, je sais pas si c'est le mot, disons désagréable découverte grâce à son chien qui s'arrête à un endroit inhabituel. Là, caché sous un petit pont devant lequel ils ont pourtant l'habitude de passer, se trouve ce qui ressemble à un corps sans vie. L'homme appelle la police, qui arrive donc sur les lieux, et très vite, ils identifient le corps comme étant bien celui de Kevin Lee. Et ce qui intrigue les policiers et les enquêteurs, c'est que Kevin, non seulement est à moitié nu, ce qui est très très rare chez les victimes masculines, il est allongé sur le ventre avec des plaies dans le dos et le visage complètement défiguré, ça aussi c'est assez rare, mais surtout il porte une robe noire à paillettes, ce qui ne lui ressemble absolument pas, et laisserait entendre qu'il a été soit forcé avant, soit changé après le meurtre, probablement dans le but de l'humilier. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir l'humilier ? Et surtout, pourquoi lui ? Sur les lieux, aucun autre indice, pas de témoin, pas de caméra. Alors, ils vont se concentrer sur les proches et la famille de Kevin et fouiller dans son téléphone. Le téléphone, de manière générale, c'est une mine d'or pour les enquêteurs, qui d'ailleurs vont faire une découverte intéressante puisque Kevin Lee est propriétaire de plusieurs appartements et forcément il échange régulièrement avec certains de ses locataires, notamment avec un numéro qui en plus borne exactement à l'endroit où le véhicule de Kevin a été retrouvé. Ce numéro, c'est celui de Johanna Dennehy, et souvenez-vous, je vous ai dit qu'elle couchait avec son propriétaire. Mais il y a aussi un autre numéro qui borne aussi au même endroit, à la même heure, c'est celui d'un certain Gary Stretch, déjà connu des services de police pour plusieurs cambriolages. Pour les enquêteurs, évidemment, ça fait aucun doute. Les 2 individus sont complices parce que Johanna Dennehy n'aurait pas pu à elle seule porter le poids d'un homme adulte de la voiture jusqu'au fossé. En tout cas, c'est leur théorie à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'actuellement, personne ne sait où ils se trouvent. Et qu'en plus, ils sont considérés comme très dangereux. Donc la police lance un avis de recherche dans toute l'Angleterre. Johanna et Gary savaient très bien que ça allait puer pour eux. Une voiture incendiée, ça attire forcément l'attention des forces de police et ils se doutaient que le corps allait être retrouvé rapidement. Donc, ils décident de se cacher à Elford dans l'ancien appartement d'un contact et comme s'ils ne venaient pas de commettre un crime, ils se prennent en photo, l'un après l'autre, avec le sourire. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas être stressé dans une situation pareille à leur place, mais toujours est-il qu'ils ont le sourire. Ils ont le sourire, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils volent. Ils volent tout ce qu'ils peuvent, des petits cambriolages, des bibelots, etc., pour pouvoir revendre leur butin et se faire du cash. Et pour ça, ils doivent trouver quelqu'un à qui revendre toutes ces choses. Alors Gary appelle Mark Lloyd, un de ses contacts. Quand Mark Lloyd rentre dans leur nouvel appartement, il se rend tout de suite compte que Johanna, c'est pas une femme comme les autres. Sa froideur et son apparence lui font peur et il se sent pas du tout en sécurité parce qu'il se rend compte que son ami Gary, qui mesure pourtant plus de 2 mètres et 90 kilos, est totalement soumis et aux ordres de cette femme. C'est pas dans ses habitudes. Il va d'ailleurs décrire Gary un peu plus tard comme se comportant comme un petit toutou qui obéit au doigt et à l'œil de Johanna. Donc, pour éviter les problèmes, il leur explique qu'il connaît quelqu'un qui pourra leur acheter ce qu'ils ont volé et ils s'en vont tous les 3 en voiture. Sur la route, Gary est tendu. Il sait qu'il peut pas fuir et il doit coopérer, surtout que Johanna lui raconte comment elle vient de tuer un homme et de jeter son corps comme si elle venait de lui raconter une banalité. Il faisait déjà pas le malin, mais là intérieurement, il panique vraiment. Même s'il sait pas si ce qu'elle raconte est vrai ou pas, son attitude laisse totalement croire que ça pourrait être vrai, donc
il écoute et il obéit parce qu'il a peur pour sa vie. Et c'est d'ailleurs ça qui est terrifiant avec Johanna Dennehy, c'est qu'elle agit jamais comme une personne normale agirait. Elle a jamais l'attitude qu'on attend d'elle. Ils arrivent presque à destination et Johanna demande à Mark Lloyd de s'arrêter pour qu'elle achète des cigarettes, sauf que, une fois dans le magasin, elle va mettre un couteau dans le dos de celui-ci et le forcer à payer pour elle. Elle a peur de rien. Elle fait ce qu'elle veut, elle a l'air de s'amuser même. D'ailleurs, sur la vidéo de caméra surveillance, on voit qu'elle demande même à la vendeuse de tourner sur elle-même. Et Mark va expliquer plus tard aux enquêteurs qu'elle a demandé à la fille de faire ça pour mater son cul. Ce qui prouve bien qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a aucun scrupule et qui fait absolument tout ce qu'il a envie de faire. Une fois que c'est terminé, ils reprennent la route. Johanna et Gary parlent. Johanna continue de se vanter d'avoir tué plusieurs hommes, puis il s'arrête à nouveau. Au même moment, un des enquêteurs, lui, va recevoir un coup de téléphone de la part d'un policier qui vient d'être appelé pour un vol dans une épicerie. Le voleur, c'est une voleuse. C'est Johanna. Et on la voit faire ses courses tranquillement sur la vidéo de surveillance, puis partir sans payer. En oubliant peut-être qu'ils sont filmés et qu'on peut lire leur plaque d'immatriculation et que grâce au numéro, la police, vont pouvoir mettre en place des postes de surveillance. Petit trigger warning, si vous êtes hémétophobe, certaines images et certaines descriptions peuvent vous mettre très mal. Donc, prenez soin de vous. Quand ils repartent de cette épicerie dans la voiture, Johanna continue de fanfaronner. Et pour montrer à ces deux hommes qui l'accompagnent qu'elle ne rigole pas et qu'elle a bien fait tout ce qu'elle dit depuis le début, elle dit qu'elle a envie de tuer un autre homme, là, maintenant, tout de suite. Enfin, plus précisément, elle demande à Gary de lui trouver un autre homme à tuer tout de suite. Mark Lloyd, qui est assis à l'arrière, n'en revient toujours pas de ce qu'il vient d'entendre. Pour lui, c'est surréaliste. Pourtant, Gary Stretch s'exécute immédiatement et alors que la voiture continue de rouler tout doucement dans les rues de Hereford, il va désigner un homme au hasard avec son doigt. Aucun des trois ne le connaît. Il ne leur a rien fait de mal, il ne les connaît pas. Pourtant, c'est décidé, ça sera lui. Alors, Johanna arrête la voiture sur le bord de la route, elle claque la porte, avance vers l'homme et son chien, et elle le poignarde frénétiquement plus d'une trentaine de fois, sans aucune autre raison que l'envie. Je le répète, mais elle n'a rien à lui reprocher. Elle ne le connaissait pas, et pourtant, elle va se défouler sur lui et repartir comme elle est venue. C'est terrifiant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mark est tétanisé en voyant ça. Il essaye de sortir de l'arrière de la voiture, mais la sécurité enfant l'en empêche. Et Gary, qui est devant, qui le voit essayer de partir, va lui dire « ça sert à rien d'essayer de t'enfuir, laisse-la faire ce qu'elle a à faire et tout ira bien ». Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer comme moi la folie de la scène. C'est impensable. Là, Johanna revient vers la voiture, calmement. Elle reprend le volant, comme si elle venait d'acheter du pain, et elle se met à rouler à nouveau. Mark Lloyd n'a qu'une envie, c'est de partir. De les déposer enfin chez le revendeur et d'en profiter pour s'enfuir, mais Johanna va en décider autrement et dire à Gary qu'elle a envie de tuer quelqu'un d'autre. Elle veut pas tuer de femme ou d'enfant, elle veut tuer un autre homme et un homme avec un chien. Comme si c'était pas déjà le cas, Mark comprend vraiment qu'il a affaire à une folle furieuse qui ne s'arrêtera pas tant que personne ne l'y oblige. Il en croit ni ses yeux ni ses oreilles et je pense qu'on aurait probablement été tous pareils, voire encore plus paniqués que ça, j'imagine. Il dira plus tard qu'il avait l'impression d'être dans un cauchemar et Gary, comme à son habitude, totalement soumis à Johanna, désigne un autre homme en train de promener son chien. Dennehy arrête la voiture à nouveau. Elle sort, marche d'un pas décidé vers sa cible et poignarde un innocent une trentaine de fois sans sourciller et revient vers la voiture avec le chien de la victime en disant à Mark Lloyd et Gary Stretch « Regardez, j'ai un nouveau chien » pendant que son maître agonise au sol dans une mare de sang et essaye vainement de ramper pour chercher de l'aide. Le genre d'horreur qu'on ne pourrait voir que dans un thriller ou un film d'horreur tel que Scream par exemple. Sauf que là, c'est la vraie vie. Évidemment, la police reçoit rapidement de nombreux appels et ils vont réussir à intercepter la voiture de Johanna, Gary et Mark, mais ce dernier manque à l'appel. La police le retrouvera quand même quelques minutes après parce qu'il a réussi en fait à fuir le véhicule pendant un arrêt à une station essence. Johanna est immédiatement emmenée en détention et quand on lui explique pourquoi, elle sourit.
Elle sourit et elle n'a pas du tout l'air de prendre la mesure des crimes qu'elle vient de commettre. Elle s'inquiète plus du sort du chien qu'elle vient de voler que de celui des hommes qu'elle a poignardé. Ok, moi aussi j'ai souvent plus de peine pour les animaux que pour les humains. Mais là c'est un autre niveau. On parle pas d'hommes qui l'ont agressé ou qui ont agressé d'autres personnes, on parle d'innocents. Choisis au hasard. Bref, elle semble n'avoir aucune compassion. Bon, elle le sait pas encore, mais les deux individus vont miraculeusement survivre. Je sais pas comment c'est possible déjà de survivre à ça et encore moins de vivre paisiblement après, mais c'est mieux que de pas avoir survécu, hein, évidemment. Toujours est-il que Johanna n'en a absolument rien à foutre. Pendant son arrestation, elle continue même d'essayer de charmer les hommes qui l'entourent. Elle sait que ça lui a toujours servi et peut-être qu'elle se dit qu'avoir un policier à sa coupe, c'est une bonne chose, alors elle le complimente. Elle se recoiffe et elle rentre instantanément dans un jeu de séduction sans même se soucier de la situation. En fait, elle a même l'air d'être heureuse et d'être enfin dans son élément. Elle est même tellement dans son élément que quand on lui explique pourquoi est-ce qu'elle est là, voilà ce qu'elle répond. On pourrait se dire qu'elle fait ça pour faire de l'humour, même si c'est pas drôle, ça peut être sa façon de faire de l'humour, mais en vrai, non. Non seulement c'est raciste, grossophobe et tout ce qu'on veut, mais ça explique probablement tout en réalité. Si elle considère le fait d'être noire, moche et grosse comme étant plus grave que tuer des innocents, c'est dramatique. Son système d'échelle de gravité est foutu. Jamais elle pourra ressortir sans mettre en danger la vie des autres. Là, on n'a même pas affaire à quelqu'un qui a des pulsions ou des hallucinations. La femme dont on parle préfère être condamnée pour meurtre que d'être noire, grosse ou moche, ou les trois à la fois. Et le pire, c'est qu'en réalité, elle a l'air d'être heureuse d'être là où elle est et d'avoir fait ce qu'elle a fait. Pour elle, le fait d'avoir tué 3 hommes, et je dis bien 3 parce qu'elle ignore que les 2 derniers ont survécu, c'est limite une fierté. Ça lui plaît. Elle se sent puissante et dangereuse. On peut même se demander, en vrai, si elle se sent pas un peu comme à l'époque de son adolescence, où elle prenait du plaisir à être celle que tout le monde craignait. Regardez-la. Elle sourit à pleines dents. Je la trouve aussi pathétique que fascinante et terrifiante. C'est trop bizarre comme sensation. Bref, le lendemain de son arrestation, les enquêteurs qui sont déjà en train de s'arracher les cheveux parce qu'ils ont affaire à un cas inédit et troublant reçoivent un appel de la police de terrain qui leur demande s'ils sont au courant pour le corps retrouvé dans un fossé à Torneydyke. Un corps dans un fossé. On pourrait croire qu'il parle de Kevin Lee, mais pas du tout. Torneydyke, c'est à quelques kilomètres, donc il s'agit d'une autre victime. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils se préparent à aller sur les lieux, mais juste avant de se mettre en route, le téléphone sonne à nouveau et l'agent qui se trouve au bout du fil, qui est le même agent que la première fois, leur dit en fait, il n'y a pas qu'un corps, mais bien 2. Il y a 2 corps côte à côte dans ce fossé. Sur place, c'est un carnage, l'horreur. 2 corps côte à côte qui baignent dans l'eau de ce fossé au bord d'une petite route de campagne. Et 2 questions qui se posent. Qui sont-ils ? Et est-ce qu'on peut les rattacher aux autres meurtres et à Johanna Deney ? Et pour ça, la police va d'abord chercher à découvrir leur identité. Et il se trouve que l'un d'entre eux s'appelle John Chapman, un vétéran de la Royal Navy. Et surprise, John était le voisin de Johanna, chez qui on va retrouver un matelas taché de sang. Ce qui signifie déjà qu'il a été tué dans son lit, puis transporté sur plusieurs kilomètres plus loin, et donc qu'il implique aussi probablement Gary Stretch. Quant au deuxième corps, c'est celui de Luka Zlabozevich. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais Luka a 31 ans, et ce nom ne dit rien aux enquêteurs, jusqu'à ce qu'il fouille dans son téléphone portable et qu'il tombe sur une série de sextos, je pense qu'on peut dire que c'est des sextos, qu'il recevait ou envoyait à Deney, notamment des messages où elle lui propose de venir chez elle en lui promettant des faveurs. D'ailleurs, les examens médico-légaux vont montrer qu'il a été la première victime de Johanna, avant même Kevin Lee, ce qui porte le nombre de victimes de Johanna à 5, ce qui fait donc 3 meurtres,
et 2 tentatives de meurtre. À la suite de sa détention, elle va à nouveau être diagnostiquée, cette fois-ci avec un trouble psychopathique et mythomaniaque, un manque d'empathie caractérisé par un besoin de charmer et une absence de remords envers ses victimes. Et ce qui va marquer les enquêteurs et qui est assez intéressant, c'est qu'elle qui est si bavarde habituellement et qui aime tant se vanter de ses meurtres et être au centre de l'histoire, elle ne va absolument rien dire durant son interrogatoire. Quand la police lui demande pourquoi est-ce que vous avez tué Kevin Lee, elle répond no comment. Pourquoi est-ce que vous avez tué Lucas? No comment. Pourquoi est-ce que vous avez tué John Chapman? No comment, etc., etc. Pour chaque question qui lui sera posée, elle répondra no comment. Ce qui, d'après certains spécialistes, pourrait être une façon de garder le contrôle sur la situation et de garder l'ascendant aussi. Toujours est-il que le 14 janvier 2014, son procès s'ouvre au tribunal de Old Bailey et contre l'avis de ses avocats, quand le juge lui demande « Que plaidez-vous ?», avant même qu'il n'ait fini de poser sa question, elle va répondre « Coupable, coupable, coupable » 3 fois, comme si elle n'avait pas de temps à perdre. Oui, voilà, c'est bon, je suis coupable, remettez-moi en cellule, tout le monde le sait, on n'a pas de temps à perdre, je veux retourner en prison. Ce qui, forcément, ne va pas jouer en sa faveur, mais surtout ce qui étonne tout le monde, quoi. Habituellement, la plupart des gens, voilà, non coupables, voilà, ils essayent de gagner, de gratter quelques années, de pas finir en prison pour le reste de leur vie, mais elle, c'est pas du tout son cas. Elle assume tout à 100%. Elle assume ce qu'elle a fait. Résultat, elle est condamnée à perpétuité sans possibilité de remise de peine et devient donc la troisième femme britannique à finir ses jours en prison. Elle se trouve actuellement dans la prison de l'établissement pénitentiaire de Bronzefield à Ashford en Angleterre, d'où elle a d'ailleurs déjà tenté de s'évader plusieurs fois et a agressé plusieurs détenus. Et en 2016, une lettre qu'elle avait écrite où elle détaillait son évasion a été interceptée, où elle explique qu'elle avait notamment prévu de tuer un des gardes pour prendre son doigt et ouvrir les portes biométriques. Donc voilà, elle n'est pas prête de sortir. Elle reste à ce jour la prisonnière la plus crainte des autres détenus, tellement son histoire et son attitude font froid dans le dos. Et ce qui est limite choquant, c'est qu'en vrai, on dirait qu'elle vit presque mieux, ou en tout cas dans des conditions qui sont pas pires pour elle qu'à l'extérieur. Elle y est vraiment pas pour être punie, mais plutôt pour protéger les Anglais. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est toujours considérée par beaucoup comme l'une des femmes les plus dangereuses jamais vues, probablement même plus dangereuse que la majorité des criminels masculins. Gary Stretch, quant à lui, va être condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 19 ans minimum pour tentative de meurtre au pluriel et complicité. Quant à Mark Lloyd, rien n'a été retenu contre lui. Il va réussir à démontrer qu'il s'était retrouvé pris au piège dans cette situation et qu'il avait dû subir tout ça et agir pour survivre. Il n'empêche que une fois qu'elle était derrière les barreaux, il faut pas croire que tout s'arrête. Il y a des gens dehors qui attendent des réponses. Les enquêteurs et les familles ont besoin d'avoir ces réponses. Donc, l'enquête continue et elle va révéler pas mal de choses intéressantes et surtout permettre de faire pas mal de liens et d'y voir plus clair sur la chronologie des faits. Je simplifie et je vous raconte. Ça vous fera peut-être du bien d'y voir un peu plus clair aussi. On commence quand John Trenia la quitte en emportant leurs enfants. C'est un peu là que tout commence finalement. Johanna, à ce moment-là, cherche un nouveau logement et elle finit par louer gratuitement contre service un appartement à Kevin Lee, qui est aussi le propriétaire de l'appartement de John Chapman. En réalité, lui et Johanna partagent le même appartement, mais ont chacun une chambre. Ils sont colocataires. Johanna montre au vieux John qu'elle ne l'aime pas. Pourtant, il est considéré par ses voisins comme un mec sans histoire et très gentil. Mais avec Johanna, ça passe pas. Et elle se contente pas de le détester. Elle va jusqu'à le menacer plusieurs fois de le tuer. Dans le même temps, durant cette période, elle couche à droite à gauche et devient même intime avec Kevin Lee, son proprio, pourtant marié avec 2 enfants, et aussi avec Luka Zlabozevich, j'ai toujours du mal à le dire, qu'elle invite dans un des appartements de Kevin, qui lui a laissé les clés, puisqu'elle doit réclamer les loyers des autres pour lui. C'est la condition pour qu'elle soit logée gratuitement. Et donc, elle invite Luka dans un de ses appartements et le tue. Elle cache le corps dans une poubelle verte et prend des photos qu'elle va exhiber par la suite à plusieurs personnes qu'elle va croiser, notamment une jeune fille de 14 ans qui habite à côté de chez elle et Mark Lloyd plus tard dans la voiture. Comme elle a du mal à se débarrasser du corps, elle appelle Gary Stretch,
qu'elle connaît de petits vols et délits qu'ils ont fait ensemble. Et tous les deux, ils déposent le corps dans un fossé. Pas n'importe quel fossé. Un fossé qui se trouve au bord d'une route qu'elle connaît très bien, puisqu'elle allait promener ses enfants là-bas à l'époque où elle les voyait encore. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est un message? Si jamais vous avez une théorie, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Puis, à peine quelques jours plus tard, elle tue John Chapman, le vétéran, dans son sommeil, dans son lit, de plusieurs coups de couteau, et demande une fois de plus à Gary Stretch de l'aider, et ils abandonnent le corps au même endroit, à côté de Lucas. Tenez-vous bien, le même jour, elle appelle Kevin Lee, le propriétaire, et lui demande de venir chez elle. Kevin s'attend probablement à une partie de jambes en l'air, mais à la place, elle le tue, elle le poignarde, et toujours avec l'aide de Gary, il dépose son corps, lui aussi dans un fossé, mais cette fois à quelques kilomètres des autres, et elle met le feu à la voiture. Elle vient de tuer 3 hommes, de brûler un véhicule, ça commence à sentir le roussi, donc avec Gary, ils fuient tous les deux dans l'appartement d'un contact, se prennent en photo, continuent de commettre des vols, et Gary contacte Mark Lloyd qui doit les conduire à un acheteur. Mark constate tout de suite que Gary est le petit toutou de Johanna et il sent qu'elle est dangereuse, donc il obéit en se disant que une fois là-bas, il sera tranquille. Sauf que sur la route, Johanna se vante d'avoir déjà tué des hommes, ce qui, on le sait maintenant, est vrai, et pour prouver ce qu'elle dit, elle montre la photo du corps de Lucas dans la poubelle à Mark qui est terrorisé. Et ils s'arrêtent tous les deux pour acheter des cigarettes. Puis quand ils reprennent la route, Johanna demande à Gary de désigner un homme au hasard. Elle descend du véhicule, le poignarde plus d'une 20aine de fois et remonte dans la voiture comme si de rien n'était. Mais Johanna n'en a pas fini. Elle demande à Gary de lui désigner un autre homme avec un chien. Gary s'exécute, elle se gare sur le côté, elle arrive dans le dos de sa victime, elle le poignarde une 30aine de fois, puis elle prend la laisse du chien, de l'homme qu'elle vient de poignarder, ramène le chien dans la voiture et dit à Mark et Gary « Regardez, j'ai un nouveau chien ». Mark Lloyd a l'impression d'être dans un cauchemar. Ils repartent et s'arrêtent dans une épicerie où ils vont commettre un vol, mais où ils seront finalement arrêtés par la police, ce qui mettra fin à une série de meurtres gratuits qui aurait pu continuer encore longtemps, si ça se trouve. Donc, voilà, vous avez toute la chronologie et je trouve cette histoire incroyable. C'est pour ça que je voulais vous la raconter. Je trouve vraiment cette histoire différente parce que on n'a pas l'habitude de voir des femmes commettre ce genre de crime, déjà. Souvent, les femmes ont la réputation de tuer soit en réaction ou pour se défendre, soit avec des méthodes dites douces, empoisonnement, étouffement, etc. Mais Johanna Dennehy, d'après plein d'experts, a vraiment agi de façon très masculine dans son comportement. C'est ça que je trouvais assez intéressant. On sent qu'elle avait besoin de montrer comme une force, comme une supériorité qu'elle n'avait pas d'après elle en tant que femme. Merci d'avoir regardé. Merci à ExpressVPN de sponsoriser cette vidéo. Le lien promo se trouve dans la description pour profiter de 30 jours d'essai gratuit, satisfait ou remboursé. Et nous, on se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao.